Donc bonjour à tous. Merci beaucoup au nom du réseau Adèle de votre présence. Je suis Maëlys Muller pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille au CIRDOC, Institut Occitan de Culture, sur le site de Béziers. Un petit rappel sur le réseau Adèle. Donc c'est un réseau professionnel qui a été créé en 2022. Alors le sigle c'est Archives, Documentation et Recherche en langue de France. Et ce réseau, eh ben, il a pour ambition de réunir un certain nombre d'acteurs institutionnels, de centres d'archives, de documentation, de bibliothèques, de labos de recherche, qui ont ben, en commun d'œuvrer d'une manière ou d'une autre dans le domaine des langues de France. Voilà, cette volonté, elle est partie du constat que ben, ces établissements aient rencontré des problématiques communes concernant ben, leurs pratiques professionnelles, que ce soit au niveau de la politique documentaire, l'archivistique, la recherche, la conservation, l'indexation, la valorisation des collections. Donc, ben voilà, il s'agit d'ouvrir un espace d'échange qu'on a mis en place. Alors, le réseau se réunit une fois par an en présentiel à travers des rencontres professionnelles. Et on a mis aussi en place une série de webinaires. Donc, cette séance est le 5e webinaire. Et à chaque fois, il y a un compte-rendu des interventions qui est mis en ligne sur un carnet hypothèse qui est disponible en ligne. Donc aujourd'hui, on est ravis de se retrouver, surtout d'ouvrir un peu le réseau outre-mer. Et pour ça, voilà, on a la joie d'accueillir deux intervenants de l'Université des Antilles qui vont nous parler de deux projets documentaires autour des langues créoles. Donc, je vous présente Élie Diabaret. Vous êtes directrice adjointe du service commun de la documentation et chef du projet Manioc. Manioc, c'est la bibliothèque numérique qui est dédiée à la Caraïbe et à l'Amazonie que vous allez nous présenter au cours de votre intervention. Et Olivier Serge Cando, vous êtes maître de conférence en sciences du langage à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à la même Université des Antilles et vous allez nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, qui s'appelle précisément Créole et qui vise à retracer l'évolution historique des créoles à base lexicale française dans la Caraïbe entre le XVIIe et le XIXe siècle. Donc merci beaucoup à vous deux parce que vous avez répondu présent de manière enthousiaste très vite et donc on est très content de vous accueillir. Et donc je vais vous laisser la parole d'abord à Olivier Serge, sachant que voilà, on prendra un temps de questions plutôt à la fin des interventions. Voilà, bon webinaire à tous. Bien, alors je crois que c'est à moi, c'est bien ça. Alors, merci beaucoup. Je partage l'écran et puis ensuite je vais commencer. Voilà, alors est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça va vous faire tourner la tête. Ouais. Alors, est-ce que l'écran est bien visible? Oui. Oui. Très très bien. Alors, cher public, chers collègues, j'ai l'immense honneur de vous présenter aujourd'hui une communication qui ne dépassera pas les 45 minutes et qui portera sur un programme de recherche scientifique intitulé Créole, donc cartographie et recherche des expressions orales et linguistiques émergentes dans les créoles de la Caraïbe du XVIIe au XIXe siècle. Alors, cette présentation répond à la chaleureuse invitation du réseau Adèle et de ses sympathiques membres. Alors, afin de faciliter les explications sur le programme créole, il convient, de mon point de vue, de rappeler quelques notions qui vous sont peut-être déjà ou sûrement familières, mais dont le rappel rendra, je l'espère, mon propos un peu plus cohérent. Alors, j'emprunte l'essentiel des informations aux linguistes et sociolinguistes suivants, donc Ala Klimenkova, Georges-Daniel Véronique pour la partie évolution du mot créole, André Thibault pour l'opposition entre pidgin, sabir, pseudo-sabir et créole, et enfin Robert Chaudenson, qui nous a quittés, pour la partie majeure, notamment pour les explications et les facteurs socio-historiques de la naissance du créole. Alors, pour ne pas alourdir le diaporama, je n'ai pas systématiquement donné les sources, je pensais que ce n'était pas le lieu, mais je pourrais les fournir, évidemment, en cas de besoin, et ponctuellement rappeler qu'il s'agit de tel ou tel collègue. Alors, qu'ils soient remerciés pour leurs travaux d'une grande perspicacité et qui, aujourd'hui, font date en créolistique. Alors, dans la mesure où il s'agit de fournir quelques clés pour comprendre la créolistique dans les grandes lignes,
Donc, je ne proposerai pas de références précises ni de choses compliquées qui obscurciraient mon propos. Alors, je me suis présenté succinctement, en tout cas, en rapport avec ce que j'ai à dire après. Donc, je suis maître de conférence en sciences du langage à l'Université des Antilles, ça m'a été dit. Alors, je ne suis pas à proprement parler un créoliste, ça c'est important, mais un linguiste qui s'intéresse au contact entre les langues, notamment entre le français et les formes de langue non standardisées que l'on entend dans les colonies des Amériques françaises et qui deviennent progressivement ce que l'on appelle aux Antilles à partir de la fin du XVIIe siècle un créole et de façon contemporaine un créole à base lexicale française. Mon champ d'étude porte précisément sur les idéologies linguistiques, c'est-à-dire sur les jugements émis sur la langue et leur impact dans la construction des catégories linguistiques. Voilà, j'insiste un peu sur ce point biographique parce qu'il a un impact dans la présentation du propos. Alors, mon propos s'articulera donc en deux temps. Un premier temps, alors, d'une longueur à peu près équivalente, hein, un préambule théorique visant à définir ce que c'est qu'un créole à base lexicale française, au regard de faisceaux de termes qui sont souvent proches, parfois un peu confondus, l'évolution du sens du mot dans l'histoire euh, et aussi ce qui concerne les premières attestations écrites de la langue créole. Et dans un deuxième temps, je parlerai à proprement parler du projet tel que cela m'a été demandé, Créole, qui est porté par deux universités, une université française, la nôtre, l'Université des Antilles, à la fois sur le pôle de la Guadeloupe et le pôle de la Martinique, notamment avec Manioc et l'équipe d'Elydia Barré et de Sylvain Audebert, et l'autre en Allemagne, en Bavière, à la Friedrich Alexander III Nuremberg Erlangen. Alors, je commencerai par rappeler des petites notions de façon que on ne soit pas perdu pendant l'exposé. Alors, qu'est-ce qu'un créole à base lexicale française? Alors, quiconque cherche à définir brièvement ce que c'est qu'un créole ne peut que constater à quel point les définitions proposées par les dictionnaires concourent, et je le dis sans plaisanterie, paradoxalement à les obscurcir. L'Académie française, dans son édition de 2024, qui n'est pas la plus obscure, mais peut-être pas la moins discutable, on propose la définition suivante. Donc, langue mixte formée à partir des langues européennes, en usage à l'origine chez les esclaves noirs des territoires colonisés, devenue ensuite langue maternelle des indigènes. Alors, le terme d'indigène s'entend ici dans son emploi restreint de personnes appartenant à la population autochtone d'un pays colonisé. Alors, c'est ici bien moins le terme qui choque, et ce que je peux entendre tout à fait, en lui-même que l'état de colonisation auquel il renvoie. On parlerait donc, à la lumière de ce qu'en dit l'Académie française, de langue créole lorsque la langue mixte des esclaves, je reviendrai sur le terme de mixte, devient progressivement celle des populations nées dans la colonie. Donc il y aurait cette idée qu'effectivement un créole apparaîtrait à partir du moment où les populations endogènes à un territoire en font leur langue première. C'est à peu près ce que dit globalement l'Académie française. Nous verrons en cours de l'analyse que la définition du créole comme une langue mixte, on expliquera ce que ça veut dire, n'est pas nécessairement ce qui est retenu par la créolistique contemporaine. Alors, voici une définition peut-être un peu plus technique que l'on trouve dans un excellent dictionnaire de linguistique et des sciences du langage qui est une sorte de Bible aujourd'hui, de Jean Dubois et de ses collaborateurs, et voici la définition qui en est donnée. On donne le nom de créole à des sabirs, pseudo-sabirs ou pidgins qui, pour des raisons diverses d'ordre historique ou socioculturel, sont devenus les langues maternelles de toute une communauté. À l'inverse de la définition de l'Académie française, celle de Jean Dubois pourrait décourager le lecteur, inquiet de ne pas trouver ce qu'il attend au premier chef. C'est tout l'enjeu de ce préambule, d'éclaircir, d'offrir quelques clés de lecture, très modestes, pour démêler les chevaux des termes, sabir, pseudo-sabir, pidgin, et je ne vous parle pas du terme patois qui n'est pas cité ici. Ce sera donc tout l'enjeu de ce préambule, d'offrir quelques clés de lecture pour démêler les chevaux de termes, dont le sens pourrait sembler un peu mystérieux. Alors, le créole, de quoi parle-t-on au juste? Il m'a semblé vraiment important, avant de vous emmener dans le projet, de bien définir ces termes parce que ça renvoie à des réalités qui sont relativement différentes, qui évidemment s'interpénètrent, ont des interactions les unes avec les autres, mais sont parfois communément mélangées dans la parole ordinaire. Alors, j'ai pris trois définitions, donc ça c'est ce que j'emprunte aux travaux de Georges Daniel-Véronique. Donc trois perspectives qui en fait sont des perspectives qui suivent vraiment une diachronie, c'est-à-dire que le créole désigne un ethnonyme, des formes de langue émergentes et ensuite un glossonyme. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. Bon, j'imagine bien que tout le monde sait ici ce dont il s'agit, mais ce qui est important, c'est que ces notions s'inscrivent vraiment dans l'histoire. Alors, d'abord en termes d'ethnonyme, c'est-à-dire de population.
Le terme criollo, alors pardon pour mon accent, je ne parle ni portugais ni espagnol, s'est développé dans le cadre de contacts commerciaux et socioculturels entre les peuples indigènes, avec les guillemets qui s'entendent, d'Afrique occidentale et les premiers colons et marchands européens, qui sont avant tout des Ibériques, qui commencent à s'installer dans les îles du Cap-Vert et sur la côte de l'Afrique de l'Ouest à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est Ala Klimenkova qui précise cet élément-là, c'est qu'on trouve en fait au Cap-Vert deux types de populations d'esclaves. On trouve les crioulos, ou crioulos, je ne sais pas comment on prononce, qui sont des Africains qui sont nés ou qui ont grandi dans l'île, et d'autres qui ne le sont pas forcément, qui peuvent être effectivement des esclaves issus d'une importation que l'on appelle les pessas, je ne sais pas le prononcer, les pièces, qui eux sont nécessairement euh, destinés à l'exportation comme des marchandises, comme des biens meubles, ne peuvent pas être affranchis. Ça veut dire que dans la distinction, il y a une ligne de démarcation qui est une ligne de démarcation liée à l'identité et à la naissance sur le territoire, qui n'est pas une question de couleur, qui le deviendra plus tard, mais qui au départ n'en est pas une, a un impact sur la façon dont à la fois les esclaves sont perçus et dont leur destin se construit. Alors, on bascule progressivement, vous l'imaginez bien, avec les Espagnols dans le Cap-Vert, et on trouve une première occurrence du terme en espagnol en 1559. Alors, on le trouve dans un inventaire d'esclaves capverdiens qui sont débarqués dans l'île de Santo Domingo, où l'on trouve, alors je vous passerai mon espagnol, nous dit le texte, un gamin esclave noir nommé Antonio Criollo à l'âge de 7 ou plus ou moins. Donc dans ce type de documentation, alors on n'a pas le temps de le montrer, mais Klimenkova le montre de façon brillante, le terme de criollo s'oppose à des désignations d'ethnies qui sont proprement africaines, comme Bran, Congo, etc. Le terme de Congo est resté d'ailleurs en créole aujourd'hui pour désigner des esclaves qui sont arrivés un peu plus tard. Le terme a une connotation très péjorative en créole, hein, il est souvent lié à la teinte de peau, bon, ça c'est encore une autre question aux Antilles, et a souvent une connotation un peu négative. On le retrouve aussi dans la soupe à Congo, enfin, donc une soupe que l'on mange aux Antilles. Alors, s'il est fait mention du terme de criollo dans les documentations dès 1562, on la trouve aussi dans une lettre de Garcia de Castro de 1567, et on la retrouve ensuite dans la grande histoire naturelle et morale des Indes, tant occidentales qu'orientales, de José de Acosta de 1598, enfin ça c'est pour la traduction française. On a longtemps cru que la première attestation était une attestation espagnole. Et le terme va progressivement migrer en français. On le trouve dans le dictionnaire de Furetière de 1690 avec une définition euh, assez intéressante. Il s'agit d'un terme de relation. Donc on peut supposer que ce sont les relations de voyage. C'est un nom que les Espagnols donnent à leurs enfants qui sont nés aux Indes. Donc ici, il s'agit évidemment des Indes occidentales, c'est-à-dire les Antilles. Les Espagnols qui vivent d'Espagne sont grands ennemis des Créoles et empêchent qu'ils ne parviennent dans les charges. Donc bon, ça c'est intéressant de voir que la question de l'origine même et de la naissance de l'enfant est ce qui va déclencher le nom, ce qui ne sera plus le cas un peu plus tard. Le terme de créole bascule définitivement dans le dictionnaire de l'Académie française de 1718 avec cette définition plus simple mais qui s'inscrit dans la même logique. Des gens, il va y avoir un premier clivage qui est le clivage de la couleur qui va commencer à apparaître. Bon, on ne va pas développer, ce n'est pas l'objet, mais c'était pour que vous ayez un petit peu une idée. Pardon, j'aurais dû vous présenter cette diapositive. Alors, progressivement, donc là, vous avez, si vous voulez, une petite synthèse. Une petite synthèse. Alors, évidemment, c'est certainement pas les drapeaux pour le Cap-Vert, mais enfin bon, c'est fait à l'IA, bon, ça a l'avantage d'être à peu près synthétique. Alors, on va donc basculer progressivement, non plus à la désignation d'une population, mais à la désignation implicite d'une langue. C'est-à-dire que là, je vais vous parler de l'apparition du créole, non pas en tant que langue définie comme telle, mais en tant que forme langagière que l'on appellera a posteriori un créole ou un proto-créole. Bon, c'est pas l'objet ce matin, mais enfin, on pourrait discuter pour savoir si c'est un vrai créole ou s'il s'agit simplement d'une variante ou d'une attestation en cours d'élaboration. Alors, les premières attestations de la langue créole proprement dite datent de la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors, il y a trois grandes étapes qui sont importantes. D'abord, la venue des missionnaires religieux, qui sont vraiment des vecteurs de culture et par l'évangélisation, de diffusion des savoirs, évidemment. Je ne vous apprends rien.
Il mentionne des formes de langue qui s'apparentent au créole dès 1652 à peu près. Donc ce sont des formes en fait qui sont vraiment pidginisées, c'est-à-dire que vous avez grosso modo des formes du type pronom, verbe à l'infinitif et complément. Je crois que l'une des premières attestations, c'est moi pas mourir, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez des formes qui sont relativement simples. Alors, créole ou pas créole, en tout cas, ce sont des formes de langue en cours d'émergence. Le grand texte, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, enfin, avant le démarrage de la visio, c'est l'affaire du Triton de 1661. C'est le premier grand texte dans lequel on trouve du créole. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le texte, hein, je vous laisserai le découvrir à l'occasion. Il s'agit donc sous la forme d'une lettre. On raconte. Alors en fait, il y a deux mentions. Bon, je vais essayer d'être au plus simple. Dans la version que vous avez ici, qui est la version de Téliamet, donc qui est une réécriture du passage de Benoît de Maillet, vous avez en fait l'intégration d'une déposition d'esclaves. C'est très intéressant parce que, alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un récit qui est fait peut-être partie, je ne sais pas, des prémices de l'écologie, mais vous avez le général de Basse qui se trouve en Martinique et qui a décidé d'aller vérifier qu'un îlot près du diamant en Martinique, alors, le diamant en Martinique, c'est ce rocher, vous voyez sur les cartes postales, c'est un moment superbe qui se trouve au large des côtes, et dans cet îlet, on a décidé d'y laisser vivre et se reproduire notamment des volatiles. Et on se rend compte qu'évidemment, il n'échappe pas au braconnage. Donc, ce général décide de s'y rendre pour s'assurer que les volatiles sont en mesure de se reproduire tranquillement. Et au retour, les marins auraient vu un homme au corps de poisson. Alors ça, c'est bon. Il faut savoir que dans les textes du XVIIe siècle, fin XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a toute une littérature de l'homme poisson et de la fascination notamment pour les sirènes. Bon, ça c'est encore une autre question, mais au-delà du phénomène littéraire, ce qui est intéressant, c'est que au retour de ce voyage, les membres de l'équipage sont entendus par un greffier. Et dans les déclarations du greffier, on donne la parole, et ça c'est assez rare, on donne la parole aux esclaves, qui sont désignés dans le texte, avec des guillemets qui s'imposent évidemment, je n'ai même pas besoin de le préciser, le texte nous dit la déposition de 4 grands nègres. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment un temps de parole qui est un temps de parole relativement long, et qui est transcrit évidemment, alors peut-être pas forcément en créole, parce que c'est retranscrit par un blanc qui est francophone, mais en tout cas qui a peut-être pu se faire un plus ou moins l'oreille pendant son séjour à la Martinique, à, à ces formes de langue qui sont en émergence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les esclaves sont entendus les uns derrière les autres. Donc ce n'est pas une espèce de parole collective, c'est vraiment une parole individuelle qui est retranscrite. Ça fait partie de ce qu'on appelle les archives judiciaires qui sont extrêmement utilisées, enfin vous connaissez sûrement mieux que moi, mais en créolistique on s'y intéresse depuis un petit moment et on y trouve effectivement souvent des références qui sont très intéressantes et pas nécessairement encore beaucoup exploitées. D'où le projet créole, on en parlera tout à l'heure. Enfin, le dernier grand texte, c'est La Passion de notre Seigneur en langage nègre. Donc là, il s'agit de la traduction d'un évangile. Alors, je crois que c'est celui de Saint Matthieu, mais enfin, il y a une petite confusion dans le texte. On ne sait pas exactement si c'est fin XVIIe ou début XVIIIe siècle, mais c'est un long texte qui est entièrement transcrit en créole. Voilà. Et puis, on bascule en fait à une dernière étape, qui est celle véritablement de la mention de la langue qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors, vous avez cette fameuse référence de Michel Jajolet qui parle d'un créole qui désigne en fait une langue qui serait issue du portugais. Euh, alors ça c'est intéressant parce que, alors c'est pas une hypothèse qu'on a retenue en créolistique aujourd'hui, même si c'est pas exactement mon champ, mais les spécialistes de la jeunesse du créole ont longtemps pensé que les créoles parlés aux Antilles seraient issus d'un pidgin qui viendrait du portugais, qui serait cette espèce de langue qui aurait pu naître, euh, alors on ne sait pas trop, peut-être dans les ports, peut-être dans les bateaux de négriers, mais en tout cas, on pensait au départ qu'un peu comme dans le mythe de Babel, il y aurait effectivement une espèce de première langue, de proto-langue, à partir desquelles auraient émergé les créoles. Alors, ce n'est pas une hypothèse qu'on appelle celle de la monogénèse qui est retenue aujourd'hui, mais elle a eu longtemps, elle a eu son temps de gloire. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, j'ai essayé de vous mettre ça dans une diapositive peut-être un peu plus précise. On distingue donc trois choses quand on parle de créole. Ce qui est créole, c'est-à-dire une population. Alors aujourd'hui, on met une majuscule pour désigner la population créole. Population du XVIe siècle et qui progressivement devient une langue à la fin du XVIIe siècle. Finalement, ce qui se dit,
pardon, ce qui se dit aussi en créole. La langue est attestée à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. En créole, proto-créole, peu importe. Et enfin, la mention même de la langue, qui apparaît vraiment plus tard, à la fin du XVIIe siècle, et qui euh, désigne véritablement la langue reconnue comme telle. Donc on a un schéma qui est un schéma qui suit en fait comment dirais-je, le fil du temps, un ethnonyme d'abord, une langue ensuite, et un glossonyme enfin. Voilà. Alors, je ne parle pas des appellations de créole aujourd'hui dans les mondes créoles qui sont extrêmement complexes et difficiles à déterminer. Le terme de créole a un sens différent en fonction des territoires dans lesquels vous vous trouvez. Je donne simplement un exemple pour que vous compreniez bien. Le terme de créole à la Guadeloupe et à la Martinique désigne généralement les descendants de blancs, c'est-à-dire les descendants de colons. On parle de créole. Mais si vous allez en Louisiane, par exemple, selon où vous vous trouvez, selon la partie de la Louisiane où vous allez vous trouver, ça peut désigner à la fois les descendants de colons, mais ça peut aussi désigner les descendants d'esclaves. Donc le terme de créole désigne vraiment des choses totalement différentes. Il a encore en Haïti un sens différent, etc. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu en perspective. Alors, on en vient à un autre point qui est celui du créole et des termes qui lui sont associés et qui parfois rendent les choses un petit peu obscures. Alors, je n'ai pas la prétention, je ne suis pas un spécialiste à proprement parler des pidgins ou des sabirs. Je vais simplement vous expliquer ce que moi-même j'en ai compris, c'est-à-dire que ça sera relativement simple, mais en tout cas, ce sont des outils qui sont nécessaires à la compréhension du programme après. Voilà, donc je vais vous présenter ça très rapidement. Alors, vous avez, si vous voulez, une sorte de continuum linguistique, c'est-à-dire une sorte d'échelle sur laquelle vous trouvez trois termes, en tout cas en créolistique en un sens particulier, sabir, pidgin, créole. Alors, attention, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en fonction des sections, en fonction des champs, peut-être que dans d'autres études de langue régionale ou de dialecte, vous allez peut-être avoir des acceptions différentes, je peux tout à fait l'entendre. En tout cas, voilà ce qui globalement fait euh, à peu près une unanimité, non, en tout cas une grande partie des créolistes. En tout cas, ce sont les définitions que je vais vous proposer. Donc, dans cette échelle de langue plus ou moins intelligible, du sabir, pidgin à créole, on distingue d'abord les sabirs, qui sont les formes les moins élaborées, le pidgin qui est une forme intermédiaire, et les formes complexes que l'on appelle le créole. Alors, le patois, on en parlera après. Le patois est une appellation complètement différente. Le patois souffre en fait d'une double définition, qui est une définition à la fois pour certains linguistes et créolistes, qui détonne parfois un petit peu avec l'usage du terme patois que l'on a et dans les îles francophones, et dans les îles françaises, et dans les îles anglophones, où il prend encore un sens un peu différent, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors, je commencerai par les sabirs et les pseudo-sabirs. Donc, rappeler des éléments simples. Là, pour le coup, je pense que vous en savez bien plus que moi. Donc, je vais simplement rappeler ce dont j'ai besoin pour l'exposer. Le terme de sabir désigne en général un système linguistique qui se réduit à quelques règles de combinaison, un vocabulaire très limité. Il s'agit d'une langue composite qui est née au contact de deux communautés ou linguistiques qui n'avaient pas d'autre moyen de se comprendre, en particulier dans le cadre de transactions commerciales. Ça, c'est important. Il se caractérise par trois éléments, par un faisceau de convergence. C'est d'abord une langue composite qui est née du contact donc, de plusieurs communautés linguistiques, je l'ai dit. Ensuite, une structure grammaticale qui n'est pas toujours bien caractérisée, on ne sait pas trop, c'est une forme avec beaucoup de variations, et un vocabulaire qui se réduit aux besoins formulés. Alors, l'exemple de sabir que l'on a en Europe, c'est celui de la Méditerranée, qui est parlé jusqu'au XIXe siècle, essentiellement par des marchands, et que l'on appelle la lingua franca, et qui est essentiellement constituée de variétés d'italien. Enfin, le terme de pseudo-sabir désigne un sabir de type unilatéral, c'est-à-dire que c'est une population envers une autre, qui cherche à reproduire la langue de la communauté à laquelle elle s'adresse. C'est une forme de langue assez instable, qui évolue évidemment selon les sujets parlants, dans le sens d'une correction toujours plus grande, ou au contraire, selon ses voies propres, en se libérant de la langue qu'elle prétendait imiter au départ, avec des phénomènes évidemment de naissance d'autres langues. On en arrive donc au pidgin, on va en parler un petit peu plus, on va se concentrer un peu plus là-dessus parce que c'est un peu plus important. Le terme de pidgin, bon, vous le savez, tirerait, on ne sait pas exactement, son étymologie
d'une transcription de la prononciation peut-être altérée par les Chinois, je ne sais pas, de l'anglais business, qui aurait donné au départ Pidgin English et ensuite progressivement par des formations phonétiques Pidgin English, qui désignerait la langue des affaires en Chine et puis par extension de sens, toute langue métissée d'anglais, d'une ou plusieurs langues locales utilisées essentiellement dans le commerce international ou parfois comme langue commune dans des pays de très grande diversité linguistique. Alors, le pidgin n'est pas un sabir dans la mesure où il est beaucoup plus riche, mais on estime que sa richesse, enfin, si richesse il y a, parce que le terme est peut-être mal choisi, en tout cas, sa diversité serait moins grande que celle des créoles. Les pidgins ont effectivement, par rapport au sabir, un vocabulaire moins composite et surtout essentiellement tiré d'une langue européenne, comme des variétés de pidgin English que l'on peut parler en Afrique de l'Ouest notamment. Le terme de pidgin suppose de distinguer une langue de base, celle à partir de laquelle un territoire dominant économiquement ou militairement, mais souvent minoritaire sur le plan démographique, ça c'est important, à laquelle s'ajoute pardon, une langue de substrat, c'est-à-dire celle des populations dominées militairement, généralement, ou économiquement, mais qui sont souvent majoritaires sur le plan des populations. Ça c'est très important pour la définition des créoles. La question de la démographie, on en parlera tout à l'heure. La langue de base fournit donc l'essentiel du vocabulaire et on a donc l'expression à la base de. Vous avez donc des pidgins à base lexicale anglaise à Hong Kong, par exemple, au XIXe siècle, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu et au Cameroun, dans ce que l'on appelle aujourd'hui le cam franglais. Nous en venons donc au créole, qui est une forme beaucoup plus complexe, qui désigne un système linguistique dont la genèse remonte à l'époque coloniale et aux sociétés de plantation d'outre-mer. Ça, c'est très important, je vais en parler après dans le cadre du projet, et qui se caractérise par son caractère très innovateur. En effet, il se distingue de forme des pidgins par sa complexité, par le fait qu'il est aussi la langue maternelle et vernaculaire d'une communauté linguistique à part entière. Ça, c'est très important. Le système grammatical, notamment le système des temps, est beaucoup plus complexe. Il peut faire le support d'une littérature orale ou écrite, mais à la manière des pidgins, il est aussi qualifié par la qualification, il a aussi support de la qualification à base lexicale de, parce que le lexique, à la différence de la morphologie, c'est-à-dire la formation des mots, ou la syntaxe, c'est-à-dire la combinaison des mots entre eux, relève d'un système original que l'on peut estimer être européen, j'en reparlerai tout à l'heure. Ces créoles à base lexicale française se retrouvent dans des îles qui sont soit françaises ou qui ont été françaises, Haïti, la Guadeloupe et ses dépendances, la Martinique, les possessions britanniques, la Dominique, Sainte-Lucie, la Grenade et Trinidad, mais aussi la Dominique. Alors, c'est un peu particulier pour la Dominique parce que l'occupation française à la Dominique a été assez courte. À Trinidad, je ne crois pas que Trinidad ait été française, il faudrait que je vérifie, mais Trinidad a reçu des populations françaises, en fait des catholiques, qui ont été protégés par la couronne espagnole et qui, en échange de cet accueil, a demandé aux colons de participer au développement du territoire. C'est pour ça qu'on a un créole à base lexicale française à Trinidad. Et c'est d'ailleurs un des premiers territoires dans lequel on va avoir une véritable grammaire, alors qui est rédigée en anglais, ça c'est assez surprenant, mais une véritable grammaire du créole français qui donc se fait à Trinidad en 1869. Alors, la diffusion des créoles commence, en tout cas, la diffusion du créole, mais aussi du français, commence par Saint-Christophe, donc qui n'est pas sur la carte, qui s'appelle Saint-Kitts aujourd'hui, qui est française en 1625. Ensuite, il y a un petit saut de puce en Guadeloupe et en Martinique en 1635, quand les territoires sont occupés par la France. Et puis par migration des colons, euh, où il y avait d'abord eu en 1629 en Haïti une colonisation française. Le créole ensuite s'exporte à l'ensemble de Saint-Domingue, qui est aujourd'hui la République d'Haïti. Et beaucoup plus tardivement, la Louisiane, dont je ne paraît pas particulièrement aujourd'hui, 1791-1804, où on a véritablement une implantation du français. Donc c'est ce qui explique notamment le caractère un peu homogène du créole. Alors attention, le créole que l'on parle à la Louisiane n'est évidemment pas le créole qu'on parle en Guadeloupe, mais il y a effectivement des petites zones d'intercompréhension. Alors c'est difficile de comprendre le créole louisianais, enfin pour moi c'est quasiment impossible, mais il y a quand même des expressions, des tournures grammaticales qui sont assez proches. Alors, le créole est une langue mixte. C'était la question qu'on avait posée au démarrage. L'appellation de mixte supposerait que le créole soit
soit un idiome, c'est-à-dire un parler spécifique d'une communauté donnée, qui mélangerait des éléments structurels empruntés à des systèmes antérieurs, c'est-à-dire les langues africaines et les langues européennes. Alors, évidemment qu'il y a un mélange des langues, bien évidemment, mais la part des langues africaines est, alors ça, c'est pas mon champ d'étude, hein, mais de ce que j'en ai compris des créolistes, finalement beaucoup moins importante que ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est très important pour les raisons que je vais donner, qui sont des raisons historiques. Alors, bon, on a déjà peu d'informations sur les populations mises en esclavage, à la différence des colons, évidemment, mais il faut aussi se rendre compte que les zones de traite entre ce qu'on appelle la ZAC, la zone américaine-caribéenne, et l'océan Indien, ont elles-mêmes été, alors à hauteur de un peu moins de 5%, si je me rappelle bien les chiffres, ont été mélangées. C'est-à-dire qu'on a importé des esclaves de l'océan Indien dans les Amériques et des Amériques dans l'océan Indien. Tout simplement pour fluidifier, enfin pour rentabiliser, pardon, le trafic maritime, mais aussi pour éviter, pour favoriser l'éclatement des communautés d'esclaves. Il faut bien penser que les colons ont peur d'une chose, c'est les mutineries. Les mutineries, j'allais dire pour les hommes, et les empoisonnements essentiellement pour les femmes, qui sont les deux moyens de pression principaux souvent genrés d'ailleurs, qui peuvent entraîner la destitution d'une plantation. Les zones de traite sont aussi extrêmement larges, hein. On a jusqu'à 3000 km entre Gorée, qui est un des principaux ports de départ, qui se trouve dans la baie de Dakar, et Ouida, dans l'actuel Bénin. Donc 3000 km, c'est pas la porte à côté. Et la zone de traite fait environ 5000 km sur plus de 1000 km de profondeur, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même un gros mélange des populations. Enfin, il faut savoir que les sociétés d'habitation, j'expliquerai après ce que c'est, sont des sociétés qui sont relativement refermées sur elles. Ce sont des toutes petites unités d'exploitation agricole et que la circulation des esclaves, hein, il faut vraiment s'enlever le modèle grec. Le modèle entier est complètement différent. Les circulations d'esclaves entre les unités d'habitation sont quasiment impossibles. Alors, on sait par exemple qu'à La Réunion, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais au début du XVIIIe siècle, l'occupation coloniale qui commence en fait assez tardivement, hein, enfin un peu plus tardivement par rapport aux Antilles, près de la moitié de la population servile a la même langue d'origine ou des variétés lectales très proches, et en dépit de ça, l'influence des langues substratiques africaines est relativement maigre. Enfin, il faut prendre en considération que la population servile est une population très jeune, à la fois pour des questions de rentabilité, donc d'économie, mais aussi d'adaptabilité. Et donc, il y a nécessairement eu des perditions du patrimoine culturel non européen, en particulier celui qui s'apprend par initiation et ritualisation. C'est-à-dire que plus on prend les esclaves jeunes, et moins la transmission du patrimoine culturel, évidemment, se fait pour des raisons évidentes. Alors, j'en viens donc à cette idée que, contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ, le créole n'est pas, à proprement parler, un pidgin. Alors, je l'ai expliqué, mais je vais revenir en particulier sur quelque chose qui est très important, et je reviendrai dans le cadre du projet, sur la séparation entre ce qu'on appelle les unités d'habitation et les unités de plantation. Alors, il faut bien comprendre, ça c'est très important dans l'histoire du créole, que le créole naît dans un cadre économique très particulier, c'est-à-dire au moment où les sociétés sont en train de développer, en particulier, une économie agro-industrielle. Donc, ce qui va vraiment faire émerger la langue aux Antilles en particulier, c'est le passage d'une unité de production agricole simple, qui est celle de l'habitation, à une unité agricole complexe, qui est celle de la plantation. Alors, je vais expliquer ça rapidement. Il faut vraiment, alors je ne doute pas que ce ne soit pas que ce soit votre cas, je ne doute pas que ce ne soit pas votre cas évidemment, mais il faut vraiment se sortir de l'imaginaire qu'a construit le cinéma, notamment le cinéma hollywoodien avec ses grandes plantations. C'est pas, ça ne fonctionne pas comme ça dans les petits territoires, en tout cas pas dans les petites Antilles, hein. Alors, on commence par une société d'habitation. Donc, la Guadeloupe, la Martinique, c'est 1635, à peu près l'occupation française. D'abord la Guadeloupe, ensuite la Martinique. C'est une société qui dure à peu près une trentaine d'années. On y cultive du sucre, du café, des épices. Alors, en fonction des conditions matérielles d'installation, de l'aide de territoires extérieurs, de l'éloignement avec la métropole, la société se construit bon an mal an dans ce que Chaudenson appelle la Robinsonade. C'est-à-dire que les conditions de vie sont difficiles et pour les colons qui ne sont souvent pas des propriétaires, mais qui sont simplement pour dire des métayers, enfin des gens qui sont là pour défricher la terre, et des esclaves. Ce sont des unités très petites, avec un ou deux esclaves, parfois presque, alors souvent évidemment moins que le nombre de colons, mais il faut vraiment se rendre compte que les interactions, et ça c'est très important, entre les colons et les esclaves sont extrêmement importantes. Dans une toute petite unité, vous avez 4 personnes, 3 colons,
et un esclave, les interactions sont permanentes, ce qui ne sera pas le cas des unités de plantation. Ce qui veut dire que la langue cible, c'est-à-dire la langue d'apprentissage, alors quand je dis apprentissage, évidemment, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas derrière les bancs de l'école, mais dans un apprentissage informel. Dans cet apprentissage informel, c'est le français, alors dans ses versions dialectalisées, dans sa version non standardisée et sans pression normative, c'est ce français-là que les esclaves vont apprendre. Ce qui veut dire qu'ils apprennent vite. Ils sont jeunes, ils sont dans une immersion permanente. L'apprentissage se fait évidemment très rapidement. Ce qui n'est donc pas le cas des pidgins. On est dans un système centripète, seul le français est en usage. Et donc vous avez ce qu'on appelle des variétés approximatives de la langue, ce qu'un religieux appelle le jargon des commençants, qui sont des variantes approximatives du français et qui progressivement vont se réduire parce qu'on va apprendre à standardiser, enfin pas standardiser, mais apprendre un français qui va être un peu plus normalisé. Mais les besoins économiques euh, étant exponentiels, on va être, enfin, les colons vont favoriser une traite accrue des esclaves. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un changement des fonctions sociales. Et là, vous allez avoir, on va revenir à notre définition de départ, deux types d'esclaves, ce qu'on appelle les bossales, ceux qui sont nés dans la plantation, ceux qui arrivent d'Afrique, pardon, et les créoles, ceux qui sont nés dans la plantation. Ce qui veut dire que les esclaves qui arrivent de la traite, les bossales, n'ont plus affaire aux blancs euh, en interaction directe, ils ont affaire aux créoles. Ça veut dire que la langue d'apprentissage ne va plus être celle du colon, donc, qui va parler un français plus ou moins standardisé, mais celui qui parle une variété approximative de la langue, c'est-à-dire le créole. Voilà. Donc l'interaction entre bossal et créole va modifier l'apprentissage de la langue. Et ça, c'est vraiment crucial. Alors, je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce que je n'aurai pas le temps. Je vais juste vous dire quelques petits mots de la question du patois, parce que c'est important pour la suite. Alors, le terme de patois a un sens relativement particulier. Alors, pour les créolistes, pour la majorité des créolistes, on n'utilise pas le terme de patois pour parler des créoles, on réserve le terme de patois pour les parlers gallo-romans hérités de l'évolution du latin dans la métropole. Je dirais dans l'Hexagone aujourd'hui, mais en tout cas dans la grande métropole. On maintient le terme de créole pour la langue née dans le contexte colonial de sociétés de plantation. Le créole est donc un système linguistique innovant, alors que le patois présente de façon sociolinguistique des traits beaucoup plus archaïques. La confusion entre patois et créole tient à mon avis à deux choses. La première, c'est parce que lorsque les missionnaires qualifient le créole, ils le qualifient avec des éléments, des qualificatifs qui sont ceux des patois qu'ils connaissent de la même période en France. Donc vous avez en fait le même champ lexical de corruption, de baragouin, de jargon, etc. Et la deuxième confusion, elle est peut-être un peu plus tardive, c'est simplement que dans les îles, notamment dans les îles anglophones, le terme de patois est un terme qu'on utilise, alors pour le coup à la Jamaïque, même si c'est encore notre créole, mais c'est un terme qu'on utilise par exemple à la Dominique pour désigner le créole de la base française, en sachant que la Dominique, euh, les Dominiquais utilisent un créole qui est relativement proche de la Guadeloupe. Alors, pour le nord, c'est plutôt un créole proche de la Guadeloupe. Pour le sud, me semble-t-il, c'est un créole qui est plus proche de la Martinique. Mais en tout cas, c'est le même créole qu'en Guadeloupe. Les Dominicains se comprennent avec les Guadeloupéens. Voilà, après ce préambule un peu long, j'en viens à la présentation du programme créole. Alors, je vais donc vous présenter ce projet euh, en essayant de faire le pont, puisque c'est ce que je m'étais engagé à faire, entre ces éléments théoriques un peu généraux et le cadre du projet. Il a semblé que c'était important d'avoir une assise un peu globale. Alors, ce programme créole, donc je rappelle, cartographie, recherche d'expression orale et linguistique émergente dans les créoles de la Caraïbe du XVIIe au XIXe siècle. Alors, avant de rentrer dans le cadre du projet, je voudrais juste vous donner une petite explication très simple, de façon que vous ne perdiez pas le fil conducteur. Ce programme créole consiste à la fois à recenser toutes les formes de discours sur le créole ou en créole, j'expliquerai après la différence, et ensuite à donner le maximum d'informations sur un atlas qui est un atlas digital, c'est-à-dire sur lequel on peut se rendre en ligne et en cliquant avoir des informations. Je vais détailler après, mais c'était pour que vous ayez un peu le fond. Alors, il y a ce programme a quatre objectifs: recourir aux humanités numériques par un corpus documentaire,
Participer au rayonnement de l'université, bon, ça c'est pour favoriser les liens. Renforcer la coopération régionale au sein de la Caraïbe avec la Louisiane et les États-Unis. Et enfin, plus largement, poursuivre la réflexion sur l'identité de population et de territoire au sein du bassin caribéen. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs. Alors, je vais détailler. Donc, il s'agit d'abord de rendre compte de ce qui est dit en créole, mais aussi ce qui est dit sur le créole. Alors, en créole, c'est-à-dire toutes les attestations que l'on a du créole. Alors ça, c'est pas mon champ, c'est les collègues qui s'en occupent. Donc, par exemple, toutes les évolutions phonétiques, phonologiques, sémantiques, etc. Et puis les discours sur les créoles, ça c'est plus mon champ, c'est-à-dire tout ce qui va expliquer d'un point de vue idéologique pourquoi on choisit telle ou telle catégorie grammaticale. Parce qu'on a souvent l'idée que, effectivement, les grammaires du créole sont faites à partir des grammaires françaises, ce qui est vrai, mais effectivement, comme les grammaires françaises ne correspondent pas nécessairement à la réalité grammaticale du créole, eh bien, on va choisir certaines catégories, on va en retirer d'autres, on va en évacuer d'autres, mais souvent derrière ça, il y a des représentations et des idéologies qui sont à l'œuvre. Donc ensuite, mettre en œuvre un certain nombre d'hypothèses, bon, ça je ne vais pas entrer dans le détail, c'est technique. Proposer une méthodologie innovante parce que, en tout cas, alors je ne sais pas pour les autres champs, pour les autres langues, mais en tout cas pour le créole, il n'existe pas à notre connaissance d'atlas qui puisse donner une des perspectives diachroniques, c'est-à-dire dans le temps, sur des points de langue précis. Par exemple, on ne peut pas voir l'évolution du phonème R, par exemple, entre le XVIIe et le XIXe siècle, en tout cas sur les créoles. On peut le savoir à un temps T, mais on ne peut pas le savoir dans le temps. Et deuxième chose, on n'a pas trouvé d'atlas, en tout cas sur le créole, qui mettent en interaction les éléments grammaticaux, le phonétique, le lexique, etc., et des éléments d'ordre idéologique. Donc c'est ce à quoi ce projet a vocation. Et donc, pour le coup, réaliser un atlas en ligne des créoles français de la Caraïbe. Alors, en matière de résultats, bon, ça c'est un peu dans les conventions demandées par les ANR, donc bon, le titre d'article, c'est pas un grand intérêt pour aujourd'hui. Alors, en revanche, ça me paraît plus important, une nouvelle méthodologie pour historique, c'est vraiment l'idée de réunir, alors peut-être de façon un peu prétentieuse, mais ce que la créolistique n'a pas suffisamment fait dans notre point de vue, c'est-à-dire de mettre en interaction les différents îlots de recherche en créolistique. En créolistique, vous avez des collègues qui s'intéressent beaucoup à la jeunesse des créoles. Vous avez des collègues qui travaillent sur la séparation, pidgin, créole, sabir, etc. Vous avez des collègues qui sont, comme moi par exemple, qui sont davantage à cheval sur les idéologies linguistiques. Vous avez des collègues qui travaillent sur, je sais pas, par exemple, sur des dimensions un peu plus littéraires ou culturelles. Donc là, l'idée, c'est de mettre un peu plus en interaction les partenaires. Alors, participer à la décolonisation de la créolistique, parce que ça aussi, c'est important. La créolistique est historiquement une recherche qui vient de l'Europe, qui est une recherche plutôt descendante, où les Européens et parfois les Nord-Américains se déplacent dans les territoires. Bon, c'est l'histoire, hein, on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais l'idée c'est de partir aussi de ces territoires et d'aller dans les archives, d'aller voir un petit peu ce qui se passe et d'inverser un peu ce point de vue et d'avoir une perspective un peu plus décoloniale, même si le terme bon, mériterait d'être discuté, mais de partir effectivement des unités périphériques pour revenir à ces questions. Et enfin, donc un atlas numérique. Alors, les discours en créole, les discours sur le créole, donc je vais en parler très rapidement. Les discours en créole, alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'est beaucoup intéressé à la jeunesse des langues. On s'est beaucoup intéressé à l'origine de la langue à partir de ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et donc on a reconstruit a posteriori l'évolution de la langue. Et l'essentiel des textes, et ça c'est dommage, vient de la Louisiane et de Saint-Domingue. Alors quand on dit Saint-Domingue, c'est Haïti aujourd'hui. Concernant les discours sur le créole, alors on regrette qu'on ait encore peu de témoignages, et grâce à Manioc, on en parlera, enfin je laisserai la parole à Lydia tout à l'heure, mais grâce à Manioc notamment, on arrive à mettre la main sur des textes dans lesquels il y a du créole et des textes qui parfois ont été un peu négligés. La question de l'origine des langues qui se pose dès le 19e siècle, enfin depuis très longtemps, mais qui est vraiment articulée à la question des créoles depuis le 19e siècle en France, n'a pas suffisamment mobilisé la question de la créolistique. C'est-à-dire qu'on a un peu, on s'est dit, ben voilà, bon, il y a des auteurs qui réfléchissent à l'origine de la langue au 19e siècle, bon, c'est très bien, ok, super. Et ensuite, on s'intéresse à la créolistique. Mais il n'y a pas forcément cette liaison entre cette réflexion sur l'origine des langues qui va vraiment mobiliser les intellectuels de la fin du 19e siècle et l'impact
sur la définition des créoles. Enfin, la question de l'interaction entre les idéologies de la langue et la répercussion sur le discours grammatical qui a été peu prise en compte. Alors, vous avez par exemple des auteurs que je vous conseille de lire comme Russell par exemple, qui est, qui est le premier, alors oui c'est plutôt sur le créole jamaïcain, mais on voit vraiment dans sa grammaire, qui est une grammaire alors, qui a tous les défauts de son temps, qui est une grammaire évidemment traversée de propos racistes, etc. Mais on voit vraiment dans ces grammaires particulièrement comment l'idéologie et la perspective raciale a un impact sur la perspective grammaticale. Et ça, de mon point de vue, dans la créolistique française, ça n'a pas été suffisamment euh, lié. Alors, les acteurs, donc ça, bon, très rapidement, pour présenter un peu les collègues. Donc, l'équipe française et l'équipe allemande. Alors, j'ai mis l'équipe française en premier parce que bon, c'était diaporama est tiré de ce qui a été déposé à l'ANR, donc l'ANR est française. Donc, on est deux collègues. Ma collègue travaille sur les discours en créole et moi je travaille sur les discours sur le créole. En Allemagne, on a Silke Janssen, que je représente aujourd'hui, et un technicien, Dominique Kremer, qui est spécialiste de cartographie et des langues, on pourrait dire, à faible diffusion, qui est maintenant à Leipzig, donc pas une grande importance. Alors, concernant les acteurs, et on a quasiment terminé, ça, c'est trois grands pôles de recherche. Donc, on a un groupe de chercheurs, parce qu'au-delà de ces quatre coordonnateurs, ensuite, on a une équipe un peu ramifiée dans le monde. Donc, on a un collègue en Haïti. L'université de Graz, ça c'est important, c'est parce que c'est l'université qui détient les archives de Schurart, donc qui est vraiment un de nos maillons centraux du programme avec Manioc. Bon, l'université de Tübingen pour la collègue qui travaille sur la Guyane, et trois universités américaines avec bon, les difficultés que ça pose aujourd'hui pour les raisons que vous connaissez. Alors, les acteurs. Alors, les instances, ça c'est très important. Donc, le CREF, c'est mon laboratoire de rattachement. La bibliothèque de l'Université des Antilles, Manioc, bon, là, Lydia vous expliquera. La DSIN, donc c'est le service de l'Université des Antilles qui va héberger le site. La DIREC, qui est notre instance qui nous accompagne dans la formation des recherches, mais aussi le pôle de recherche internationale qui nous met en relation avec parfois des interlocuteurs dans les territoires. Voilà. Donc, quelques étapes sur le programme. C'est un programme qui va de 2026 à 2029. Là, on est vraiment dans la première partie sur l'élaboration de la base de données. On fait un gros travail de recensement et vraiment un grand merci à Elidia, Kamel, Sylvain, etc., qui nous aident à aller exhumer les gisements. Et c'est difficile parce qu'il faut retrouver les textes, les numériser, ensuite les utiliser. Et ensuite, alors ça c'est encore une autre paire de manches, les passer sur un logiciel de traitement de gros corpus qui est MaxQDA. Voilà. Donc nous on est vraiment on est toujours sur l'étape 1 et on est en train de commencer l'étape 2 sans perdre de vue l'étape 1. Voilà, donc ça c'est un aperçu du projet, donc c'est quand même des financements qui sont importants. Et voilà, et donc en guise de conclusion, je dirais que c'est un projet qui a une grande ambition, qui est celle de décentrer les regards européens sur la Caraïbe et de partir du point de vue de la Caraïbe par ses acteurs et par son histoire pour se plonger dans une créolistique qui, disons-le quand même, a été pendant très longtemps l'affaire des Européens et c'est dommage. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai terminé. Merci beaucoup pour cette intervention très riche et complète. On va enchaîner, je pense, directement sur l'intervention d'Elydia pour continuer l'enregistrement. Et voilà, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat pour qu'on puisse les reprendre après. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Elydia. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une belle opportunité pour nous hein, et pour l'équipe Manioc en général de découvrir aussi votre réseau. Donc, on est vraiment, enfin, je suis ravie et au nom de toute l'équipe, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter la bibliothèque numérique Manioc. Et ma présentation se déroulera en 3 temps. D'abord, un premier temps pour vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est cette bibliothèque numérique, ce qui fait l'essence de cette plateforme, d'où est parti le projet, comment il a évolué et comment il s'est ramifié dans le temps. Donc, quelque chose d'un peu général qui vous permettra de mieux connaître le contexte.
Ensuite, je vous présenterai là aussi en quelques mots ce que l'on trouve sur Manioc, donc quel type de ressources documentaires vous pouvez trouver, quelles sont les thématiques qui sont abordées, les thématiques principales par rapport aux différents champs qui sont couverts, et comment notre équipe, notre petite équipe, dont j'aurai l'occasion de reparler, s'attache à les faire connaître, à les faire vivre et à les valoriser auprès des publics très larges que nous essayons de toucher à travers cette bibliothèque numérique. Et puis enfin, je ferai la jonction avec ce que vous a présenté à l'instant Olivier Serge, puisque je reviendrai sur le projet Créole, sur la collaboration entre notre équipe Manioc et l'équipe qu'Olivier Serge a réunie autour du projet Créole, en vous précisant un petit peu le rôle de l'équipe Manioc, les perspectives autour de la plateforme dans ce dispositif, dans ce programme de recherche. Et puis, j'aborderai enfin quelques-unes des problématiques que la langue créole, pour moi, soulève d'un point de vue documentaire, non pas du point de vue scientifique sur lequel se positionne Olivier Serge, mais d'un point de vue plutôt des professionnels de la documentation, en tout cas ceux que nous avons pu identifier en travaillant aux côtés de l'équipe scientifique du projet Créole. Donc voilà un petit peu le sommaire de cette présentation. Donc, à l'origine alors, que trouve-t-on à l'origine du projet Manioc? Donc, simplement pour vous permettre de situer les choses chronologiquement, la bibliothèque numérique est née en 2009. Donc, c'est une bibliothèque numérique qui a déjà une certaine expérience, si je peux l'exprimer ainsi, et qui ne s'est pas construite exactement sur le même modèle, sur le modèle classique, on va dire, des bibliothèques numériques. Si la plupart des bibliothèques numériques sont nées du souhait de l'institution qui détenait un fonds ancien d'assurer la préservation et la diffusion de ce fonds ancien, ce n'est pas du tout le cas de Manioc. En effet, l'Université des Antilles, qui était au moment de la création de la bibliothèque numérique Manioc, l'Université des Antilles et de la Guyane, est une université de création récente. Donc, elle ne possède pas ou très très peu de collections anciennes. Et c'est précisément de ce manque, de cette lacune, qu'est né le projet Manioc. Donc, si l'université a constitué assez tôt un fonds régional extrêmement riche aujourd'hui, c'est le fonds que nous qualifions, nous appelons collection Caraïbes de manière courante, un fonds dont la qualité et l'envergure a été reconnue puisqu'il a été labellisé Collex, collection d'excellence en 2018. Ce fonds, pour la partie la plus ancienne, ne comprend qu'une petite poignée de références qui remontent à la fin du 19e, deuxième moitié du 19e. Donc, vous voyez, c'est un fonds qui est relativement récent et c'est pourquoi est née l'idée de constituer une plateforme pour procurer un accès libre et gratuit à des fonds anciens qui étaient alors absents de l'université, mais j'ai envie de dire globalement relativement peu nombreux également sur le territoire. Une grande partie de ces ressources anciennes se trouvant en France hexagonale et qui sont par ailleurs non seulement peu nombreux sur le territoire, éloignés car en France hexagonale, mais également extrêmement dispersés puisque répartis entre de très nombreuses institutions. Donc, ces fonds-là n'étaient pas ou difficilement consultables pour la plupart. Pour arriver à consulter ces fonds, il s'agissait, alors surtout en 2009, les choses ont quand même bien évolué par rapport à 2026, où le volet digital s'est extrêmement développé. Mais pour pouvoir accéder à ces fonds, il s'agissait le plus souvent d'être capable de faire un voyage en avion extrêmement long et extrêmement coûteux qui n'était pas à la portée de tout le monde. Donc, il y avait vraiment un enjeu autour de l'accessibilité à ces fonds, au-delà de l'idée de constituer encore plus de références qui puissent présenter, qui soient aussi exhaustives que possible. Voilà ce qui est vraiment le point de départ de cette bibliothèque numérique. Alors, après, sur la manière dont elle s'est construite, la notion clé à retenir relativement à Manioc, c'est vraiment celle de la coopération, ou de coopération au pluriel. Qui dit Manioc dit partenaire. La bibliothèque numérique Manioc n'aurait pas existé sans les nombreuses coopérations qui l'ont forgée au fil des années
et qui ont permis à la plateforme de s'enrichir progressivement au gré des différentes campagnes pour aujourd'hui proposer plus de 22 000 contenus en propre. Donc, quand elle a ouvert en 2009, nous avions 40 contenus et aujourd'hui, nous en avons 22 000. Cette masse s'est constituée vraiment au gré de petites campagnes de numérisation, des numérisations relativement modestes, mais qui, additionnées, nous permettent aujourd'hui de présenter une plateforme qui a quand même une envergure certaine. La structuration de ces partenariats, de même que le financement des campagnes de numérisation, et ça c'est quand même un point déterminant, doit énormément à la Bibliothèque nationale de France, qui a été partie prenante de l'aventure dès les débuts et qui a contribué à travers l'institution d'un pôle interrégional, hein, nous avions une petite particularité à l'époque, interrégional anti-Guyane, à asseoir la légitimité du projet et à lui conférer une solide base politique. À partir du moment où nous avons eu ce pôle associé, où nous avons disposé de l'appui de la BNF, au-delà du soutien financier que la BNF nous a apporté, il est évident que nous avions une assise et des moyens politiques assez solides pour essayer de convaincre nos partenaires de travailler avec nous au développement de cette plateforme. Les toutes premières campagnes de numérisation ont porté sur les collections locales, les collections des collectivités et des municipalités de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique, voire d'institutions privées ou de particuliers. Donc, ça a vraiment débuté avec la Guyane, notamment avec la bibliothèque Alexandre Franconi, qui dépend aujourd'hui de la collectivité territoriale de Guyane et qui possède, elle, un magnifique fonds ancien. Donc, à l'université, il n'y avait pas ces fonds anciens. En revanche, dans les bibliothèques présentes sur le territoire, certaines bibliothèques possèdent encore des collections assez remarquables. Donc en Guyane. Ensuite, en Guadeloupe, nous avons travaillé avec le Conseil régional de la Guadeloupe, avec le Conseil départemental de la Guadeloupe, également avec le réseau des bibliothèques municipales de la ville de Pointe-à-Pitre, et également en Martinique, où nous avons travaillé avec la bibliothèque Schellcher, que vous connaissez peut-être, qui dépend de la collectivité territoriale de Martinique, et également avec la Fondation Clément, qui dispose, donc là c'est une fondation privée, qui dispose d'une bibliothèque qui est également extrêmement riche et constituée de fonds anciens assez importants. Donc ça, ce sont vraiment les toutes premières campagnes de numérisation, une campagne conséquente en termes de volume, donc avec la bibliothèque Alexandre Franconi, et puis ensuite une série d'autres campagnes qui parfois se sont faites par tranches. Donc au sein d'Enfants, nous identifions les documents qui étaient tombés dans le domaine public et qui pouvaient intégrer la bibliothèque numérique Manioc. Du côté de l'équipe Manioc, donc comment se présente le montage pour ces numérisations? Nous apportons à la fois le financement avec la collaboration avec la BNF, nous apportons le savoir-faire en termes de numérisation, même si nous externalisons. Donc, nous participons avec les partenaires au convoiement des fonds depuis les Antilles jusqu'en France hexagonale, où ils sont récupérés par notre prestataire qui assure la numérisation sur place en France hexagonale. Et ensuite, nous réceptionnons les fichiers, nous faisons le contrôle qualité, tout ça en collaboration avec les différents partenaires. Nous pouvons également les accompagner dans toute la phase de récollement de leurs fonds ou même de catalogage. Donc, toute l'ingénierie documentaire du service commun de la documentation est mise à la disposition des partenaires selon des configurations à géométrie variable en fonction des besoins et des desiderata des partenaires. Certains partenaires sont très autonomes dans leur gestion des trains de numérisation, d'autres s'appuient volontiers sur notre équipe. Parallèlement à ces différentes campagnes donc, qui ont porté sur les fonds présents localement, ont été ensuite programmées des campagnes de numérisation avec des institutions en France hexagonale. Donc là, on a travaillé avec une vingtaine, et ce travail se poursuit, une vingtaine de bibliothèques municipales ou universitaires. Vous pourrez en retrouver le détail sur la plateforme. Chaque partenaire disposant d'ailleurs d'une entrée dédiée sur notre plateforme permettant d'accéder directement à ces collections.
Alors, pour vous en citer quelques-uns, au-delà de la BNF, nous avons travaillé avec la BNUS, avec la bibliothèque Pierre Monbec de l'IHEL, donc l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, qui est aujourd'hui intégrée à l'Humatech du campus Condorcet, avec le SCD de l'Université de Caen-Normandie, de Nantes, de Toulouse, etc. Également avec les bibliothèques municipales de Bordeaux, la médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle. Et puis, pour un manuscrit en particulier qui est extrêmement important dans les témoignages que l'on peut avoir sur les indigènes avant la colonisation, un partenariat de numérisation avec la BNF et la bibliothèque musée à Inguimbertine de Carpentras. Donc, vous avez bien compris que dans cette première phase, ce sont surtout des imprimés, donc à la fois des livres, mais aussi accessoirement des périodiques et des tirets à part, qui ont fait l'objet de numérisation et qui ont enrichi la plateforme. À ce que nous avons numérisé, nous avons également pu ajouter des ressources que nous avons moissonnées auprès d'autres bibliothèques. Donc, alors, c'est en phase d'expérimentation parce que notre plateforme s'est entièrement renouvelée en 2024, mais donc ça va se développer dans les années à venir. Nous allons moissonner plus complètement Gallica. Pour l'instant, on a un moissonnage, mais qui est très partiel. Et nous allons également moissonner dès que, alors là, le problème, il est plutôt du côté de leur plateforme que de la nôtre, la Digital Library of the Caribbean. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est également une plateforme extrêmement intéressante qui est un petit peu la grande sœur de Manioc pour des textes qui ne sont pas forcément en langue française, mais plutôt pour le secteur anglophone ou hispanophone de la Caraïbe. Et donc, voilà, c'est actuellement, nous avons par le passé, avec notre ancienne plateforme, récupéré les ressources de Diloc et de Gallica. C'est en train de se remettre en place avec la nouvelle plateforme. Donc, au contenu propre de Manioc, c'est-à-dire numérisé sur les financements dont je vous parlais, s'ajoutent des contenus récupérés par interopérabilité, soit par OAI-PMH, soit via les API, depuis Gallica, Diloc, et nous espérons également en récupérer depuis d'autres plateformes. Au-delà de ces ressources imprimées, la plateforme s'est ensuite ouverte à d'autres collaborations avec de nouveaux acteurs, notamment avec les chercheurs, et a procédé à la captation vidéo de séminaires, de journées d'études, de colloques qui ont également été diffusés sur Manioc. Ces vidéos ont été le premier pas vers une diversification des différents types de ressources proposées sur la plateforme, et cela s'est développé par la suite. J'y reviendrai ultérieurement. Donc, un projet à vocation patrimoniale, l'idée donc de réunir des fonds anciens, un projet vraiment fondé, nourri, traversé par la coopération et les partenariats, et au final, un projet qui, pour moi, est à bien des égards un tour de force. Un tour de force, tout d'abord parce que la plateforme Manioc est entièrement gérée en interne. Elle est hébergée à l'Université des Antilles grâce à une collaboration très étroite et extrêmement fructueuse avec notre direction des systèmes d'information et du numérique. Tout à l'heure, Olivier Serge en parlait. Ils ont également été associés au montage du programme ANR Créole. Elle est administrée par notre équipe à l'Université des Antilles et co-administrée pour le volet Amazonie par l'Université de Guyane. Et là, c'est également un petit tour de force qui mérite d'être salué, je pense, c'est que cette collaboration qui existait à l'époque où l'université était l'Université des Antilles et de la Guyane a survécu à la scission des deux universités et continue d'être une collaboration en acte aujourd'hui, alors que nous avons donc deux universités distinctes. La plateforme de Manioc est animée, portée par une petite équipe. Alors, si je vous dis que cette équipe est composée d'une dizaine de personnes, vous allez me dire: «Ah bah non, c'est une grosse équipe». Oui, mais le nombre de personnes n'est pas du tout représentatif du temps
que chacun peut consacrer à cette plateforme. Et en vérité, ce sont des tout petits morceaux d'ETP en général, à quelques exceptions près, que les collègues consacrent aux travaux de numérisation, d'enrichissement des collections ou de valorisation et de médiation. En fait, donc cette petite équipe, elle s'est beaucoup renforcée quand même ces dernières années, il faut l'admettre, hein, les 3 dernières années, et c'est une équipe qui est vraiment animée par la passion de son travail, et j'espère que cela se ressent dans la plateforme, et je pense que c'est ce qui fait sa grande force. Tour de force également parce que Manioc a bénéficié dès les débuts de budget propre assez modeste, très modeste même, et que son développement ou les collections qu'on peut y consulter doivent principalement à une recherche permanente de financement extérieur. C'est pourquoi le rôle de la BNF a été absolument déterminant dans nos campagnes de numérisation. Hein. Sans le soutien financier de la BNF, la plateforme ne serait évidemment pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais au-delà de la BNF, nous sommes en veille et en quête permanente de financement extérieur qui nous permettent de donc financer la numérisation, mais aussi toutes les évolutions et les développements de notre plateforme que nous réalisons soit en interne avec l'appui d'un collègue, soit par le biais de prestations extérieures. Sachant que la plateforme telle que vous la voyez aujourd'hui est techniquement assez complexe. Donc, cette plateforme a été inaugurée en 2024. Elle est assez complexe dans la mesure où elle ne s'est pas contentée d'utiliser un système existant, je pense en l'occurrence à OMKS, que beaucoup de bibliothèques numériques utilisent aujourd'hui, mais que nous avons fait le choix, alors assez ambitieux et parfois un petit peu acrobatique, de coupler ce système de gestion des contenus numériques, OMKS, avec un CMS, Drupal, pour avoir une latitude plus importante dans nos interfaces et nos possibilités d'effectuer de la médiation ou de la valorisation. Voilà donc pour ce premier point sur ce qu'est Manioc et un rapide aperçu de son développement et des étapes qui ont présidé à son développement. Deuxième temps de cette présentation, donc que trouve-t-on sur Manioc? Donc, je vous l'ai dit, Manioc, ce sont d'abord et avant tout des ressources documentaires. Alors, voilà, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté la diapositive avec notre réseau de partenaires, donc je reviens un petit peu en arrière. Donc là, vous avez un aperçu en visu des bâtiments de la trentaine de partenaires que nous avons actuellement et qui, voilà, même le chiffre de 30 n'est plus valable aujourd'hui parce que nous avons de nouveaux partenaires qui ne figurent pas sur cette diapositive. Et un petit aperçu là également de deux des bibliothèques universitaires, donc l'une dépendant de l'Université des Antilles, l'autre de l'Université de Guyane, qui assurent toutes deux le copilotage de la bibliothèque numérique Manioc. Donc, comme je vous l'ai indiqué, Manioc, c'est des ressources documentaires qui ont vocation à constituer un corpus de référence sur la Caraïbe, l'Amazonie et le plateau des Guyanes. Donc aujourd'hui, la plateforme met à la disposition des internautes plus de 22 600 contenus en propre, imprimés, vidéos, audio, images, photographies, archives, travaux universitaires, auxquels s'ajoutent les documents issus de Gallica. Toutes ces ressources ont pour point commun de s'inscrire sur la carte que vous avez sous les yeux et qui constitue le fondement de notre politique documentaire. Donc, ces ressources traitent dans les faits de tout sujet touchant à la Caraïbe entendue au sens large, c'est-à-dire au bassin caribéen, qui va depuis donc, la Guyane française jusqu'à la Floride et à la Louisiane. Et une petite partie du Mexique. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout sujet, mais évidemment, nous avons tout de même des sujets qui se distinguent des autres par
l'importance, l'abondance des ressources. Alors, pour les périodes anciennes, vous trouverez sur Manioc énormément de documentation sur la traite et l'esclavage, évidemment, sur la question du bagne. Là, c'est plutôt des problématiques liées à la Guyane. Sur les voyages et les explorations au tournant du Moyen-Âge et de l'époque moderne, sur l'administration coloniale, l'industrie, l'économie et les cultures coloniales. Tout à l'heure, Olivier Serge parlait des habitations et des plantations. Donc là, énormément d'éléments sur ces formes d'exploitation, sur des événements beaucoup plus locaux, tels que l'éruption de la montagne Pelée en 1902 en Martinique ou la révolution haïtienne. Et puis, pour les périodes les plus récentes, là, qui sont davantage couvertes par les captations vidéo, notamment, des questions touchant à l'environnement, des questions d'actualité, chlordécone, sargasse, des questions sociétales liées aux diasporas, à l'identité, et énormément de ressources également sur la littérature antillaise, à laquelle nous avons consacré depuis quelques années une collection qui est en devenir, qui s'appelle Écriture contemporaine Caraïbes-Amazonie, et qui permet, qui est fondée sur un principe d'immersion dans les archives des écrivains que nous abordons. Donc, cette collection connaît aujourd'hui 3 sites, un dédié à Maryse Condé, dont nous possédons une partie des archives ici à l'Université des Antilles, un dédié à René Maran, à partir d'archives qui, elles, étaient conservées dans les bibliothèques municipales de Bordeaux, et un site dédié au créoliste Jean Bernabé, dans lequel nous trouvons des éléments qui peuvent faire écho à ce qu'Olivier Serge Cando vous a présenté tout à l'heure concernant le créole. Alors, au-delà de ces… donc, je vous ai mis une petite slide vous présentant quelques chiffres clés et, ainsi que la typologie donc, des documents dont nous disposons sur Manioc. En voici un rapide aperçu. Donc, nous avons, je vous l'ai dit, donc un certain nombre de livres et revues, presque 3000. Et nous avons opéré autour de ces livres et revues un détourage systématique des illustrations figurant dans les imprimés, de manière à constituer une base iconographique. Alors là, je vous ai mis les images qui étaient des images qui sont d'excellente qualité. Ce n'est pas le cas de toutes les images de cette base iconographique, dans la mesure où vous vous en doutez, c'est des numérisations réalisées à base des reproductions, mais c'est souvent un très bon indicateur, et on est sollicité là plutôt par le grand public sur ces images pour des réutilisations, donc pour lesquelles nous fournissons des fichiers en haute définition, toujours en concertation avec les partenaires d'où proviennent ces collections, d'où proviennent les originaux. Voici également un petit aperçu donc, de ce que nous avons en matière d'archives et manuscrits. Donc, j'ai fait un petit peu le grand écart. Vous avez une page du manuscrit de l'anonyme de Carpentras, donc ce manuscrit que nous avons numérisé avec Linguimbertine, qui date de 1620 et qui relate un voyage aux Antilles avec un séjour à la Martinique d'une durée de presque 1 an, et donc qui donne une grande quantité de détails sur la vie des Amérindiens en Martinique, qui se trouvent au contact de cet équipage qui s'installe pour plusieurs mois en Martinique. Donc, un témoignage extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et puis, également 2 pages du Tapuscrit des Pharisiens, un roman inédit de Maryse Condé, donc, qui illustre les archives que nous possédons de cette écrivaine. Également, pour illustrer un petit peu ce que nous avons, donc je vous parlais des vidéos, mais en termes de ressources contemporaines, nous avons également fait l'acquisition de photographies. Donc, on a 3 séries photographiques qui, comme vous le voyez, illustrent certaines traditions, abordées ici sous un angle sociologique, puisque ce travail a fait l'objet d'un partenariat entre un sociologue et un photographe. Donc, voilà, qui illustre la tradition encore vivace aux Antilles françaises des combats de coqs.
Alors, avant d'en venir au programme de recherche créole, quelques mots d'autres contenus que vous pouvez trouver sur Manioc. Donc, il n'y a pas que les ressources documentaires, hein, sources de première main ou sources de seconde main. On a également des actualités culturelles et scientifiques, ainsi que des contenus pédagogiques et ludiques. En effet, c'est une bonne partie du travail accompli par l'équipe Manioc que de s'employer à faire connaître et à valoriser l'ensemble des ressources que nous proposons à travers différents supports. Alors nous alimentons un blog, je ne sais pas si vous le connaissez. Dans les échanges préalables à ce webinaire, nous avions eu l'occasion d'en parler. Donc notre blog fait volontiers écho à l'actualité, hein. Je crois que la une en ce moment, enfin, l'article qui figure à la une de Manioc en témoigne bien. C'est un blog qui est rédigé donc par notre petite équipe Manioc pour une grande partie, ou par des contributeurs extérieurs, puisque nous n'hésitons pas à solliciter pour certains sujets, évidemment, les membres de la communauté académique, soit de l'Université des Antilles, soit de l'Université de la Guyane, ou bien au-delà, sur les sujets qui nous paraîtraient intéressants à aborder et qui feraient écho aux ressources documentaires que nous proposons. Notre petite équipe est dotée d'un comité de relecture interne très actif et n'hésite pas à faire appel, là encore, à des personnalités extérieures, spécialistes de certains sujets, pour s'assurer de la qualité des publications qui sont produites sur le blog. Donc, nous avons notre blog, nous avons ce que nous appelons également la Case à Manioc, donc là en créole, qui est notre petite fabrique de contenu pédagogique ou ludique. Donc dans cette rubrique, vous allez trouver des biographies, des focus sur des lieux, des thèmes, des temps forts de l'histoire de la Caraïbe, des frises chronologiques et des contenus qui marchent très bien auprès du grand public, qui sont des devinettes, on les appelle des saves-pas-saves, et des quiz. Donc toujours avec des renvois vers les ressources documentaires disponibles sur la plateforme. Et puis, c'est la publication de ces différents contenus, de même que la mise en ligne des ressources documentaires, est généralement annoncée sur la page Facebook que nous tenons également, une page Facebook Manioc. Je vous parlais d'actualité culturelle et scientifique. Vous trouverez également sur la plateforme de Manioc des projets de recherche. Donc, on va reparler du projet Créole, mais avant d'aborder celui-ci spécifiquement, nous avons d'autres projets de recherche. Donc, nous disposons d'une base de données qui s'appelle Esclavage en Martinique, qui a été conçue, développée et hébergée par nos soins à partir des dépouillements d'actes notariés qui sont les plus anciens conservés sur le territoire martiniquais, et qui permettent de documenter à la fois les populations serviles et le patrimoine foncier et mobilier des habitations. C'est une base qui est extrêmement utilisée et qui est d'autant plus précieuse que ces actes notariés sont aujourd'hui dans un état matériel qui ne permettent pas nécessairement leur consultation. Donc voilà, on a un vrai enjeu de préservation de la donnée figurant dans ces actes aujourd'hui. Autre base de données, la Tramilothèque, qui a été développée avec un réseau de chercheurs qui se consacrent à la pharmacopée caribéenne. Et puis, dernier exemple avant d'en venir au projet Créole, les rendez-vous numériques de l'histoire de l'art, qui sont une série de capsules vidéo consacrées chacune à une œuvre. Et là, nous avons collaboré avec la porteuse du projet, plutôt en aval. Pour ce qui est de la valorisation, nous avons créé une exposition virtuelle dédiée à ces rendez-vous numériques et nous en avons assuré la communication. Donc, le projet Créole n'est pas le premier projet scientifique avec lequel l'équipe Manioc travaille. Par contre, c'est un projet que je trouve tout à fait exemplaire dans la manière, dont la collaboration s'est instituée. J'en viens donc à mon troisième point. En effet, nous avons été mis en relation, Olivier Serge et moi, au début par une collègue, la collègue qui travaille à la BU, l'INSPE de Guadeloupe. Et l'équipe Manioc a été associée, et j'en remercie vraiment Olivier Serge, dès les débuts, vraiment très très tôt au projet, ce qui est assez rare pour être souligné, si bien que nous avons pu participer avec l'équipe du projet Créole au montage du dossier ANR.
Donc concrètement, ça veut dire que l'équipe d'Olivier Serge n'est pas arrivée à un stade du projet où le projet était suffisamment avancé de manière, on va dire, un peu opportuniste. On a vraiment construit le projet avec eux et on a pu inscrire dans le montage du programme ANR les financements dont nous avions besoin pour mener à bien l'ensemble du projet. Des financements à la fois, encore une fois, pour la numérisation ou des financements pour les infrastructures informatiques à acquérir. Autre rôle qu'a joué l'équipe Manioc dans le cadre de ce projet, donc nous avons fait la jonction entre l'équipe de recherche et la DSIN pour qualifier au plus près les besoins sur le plan informatique liés à ce projet. Alors, quel est le rôle précisément, Olivier Serge en parlait un petit peu tout à l'heure, de l'équipe Manioc dans le dispositif du programme Créole. Donc, nous contribuons, comme le disait Olivier Serge, à une recherche bibliographique. Donc, on cherche à identifier des références qui sont susceptibles d'intéresser le projet. Nous pouvons faire des petites recherches ponctuelles sur ces références en complément de ce qu'effectue l'équipe de recherche. Et surtout, une fois que nous avons identifié ces textes et que nous savons qu'ils intéressent directement l'équipe de recherche, nous utilisons notre marché de numérisation et notre savoir-faire en matière de suivi des opérations pour remettre le document numérisé à l'équipe de recherche. Alors, contrairement aux campagnes de numérisation que nous avons pu menées par le passé, qui étaient des campagnes qui étaient ciblées sur un établissement, hein, autour de la Caraïbe. Là, nous avons inauguré, expérimenté un autre mode de travail qui nous amène à aller chercher des ressources parfois très peu nombreuses dans des fonds extrêmement diversifiés sur le territoire hexagonal notamment ou sur les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc là, c'est vraiment au cas par cas un travail d'identification très fin de textes en créole ou sur le créole. Ensuite, donc, aide à la recherche bibliographique, numérisation, et le rôle de Manioc sera également celui d'assurer la diffusion des résultats sur le long terme à travers l'hébergement et la maintenance de l'atlas digital dont Olivier Serge parlait tout à l'heure. Enfin, nous contribuons à la communication autour du projet, comme nous le faisons aujourd'hui. Alors, quelques mots pour finir cette présentation, peut-être des problématiques que nous avons rencontrées au fur et à mesure des travaux réalisés avec l'équipe d'Olivier Serge. Donc, quand nous nous sommes lancés dans l'identification de ces textes, alors il y avait donc deux grands volets, hein, l'identification des textes en créole et des textes sur le créole. Pour les textes sur le créole, à partir de nos outils, nous avions quand même des mots-clés sur lesquels nous pouvions nous appuyer, ce qui nous permettait, parce que évidemment, la recherche ne peut pas se faire uniquement sur le titre des documents. Elle doit se faire dans le corps du texte du document. Comme nos documents sont sérisés, nous pouvons faire des recherches plein texte. Donc, nous sommes appuyés sur ces mots-clés pour faire des recherches plein texte et faire ressortir des références qui pouvaient intéresser l'équipe de recherche. En revanche, l'affaire s'est révélée un peu plus complexe lorsqu'il s'est agi de chercher des textes en créole. Précisément parce que la période sur laquelle porte le projet créole est une période pour laquelle les graphies ne sont pas stabilisées. Donc là, nous n'avions pas de mots-clés et puis par ailleurs, ça pouvait aborder n'importe quel thème sur lesquels s'appuyer pour effectuer ces recherches. Donc là, on a fait les choses un peu au fil de l'eau en identifiant dans des textes de premiers termes qui nous ont permis d'aller chercher ces termes ailleurs, tenter des variantes et comme ça, de fil en aiguille, nous avons réussi à identifier des textes qui n'étaient pas évidents au premier abord. Une autre des difficultés que nous avons rencontrées et que nous continuons de rencontrer dans l'identification de ce matériau, c'est la question de la datation. Parce que pour les textes en créole, alors je pense qu'Olivier Serge en parlerait mieux que moi, il pourra compléter à la fin de l'intervention, mais nous avons beaucoup de textes qui, contrairement aux dépositions dont il parlait tout à l'heure, sont des textes qui n'ont pas de date précise. On est sur des contes, des fables, des comptines, des chansons.
Donc, des documents qui peuvent être tout à fait mentionnés dans les publications du XXe siècle, mais qui auraient une antériorité beaucoup plus grande. Donc, pareil, là, nous faisons remonter des matériaux auprès de l'équipe de recherche et charge à eux d'évaluer si ces textes ont vocation ou non à figurer dans leur corpus. Évidemment, la question de la propriété intellectuelle dans l'ensemble du dispositif du projet est un sujet, hein, dont nous avons eu l'occasion de discuter avec Olivier Serge-Cando, qui voilà, peut être un frein, peut être levé également, mais c'est un élément dont nous avons tenu compte et pour lequel nous accompagnons le projet également. Enfin, bon, dernier point. Alors, ah oui, non, autre point lié à ce que je vous disais sur les fragments de texte, les graphiques qui ne sont pas stabilisés. Évidemment, l'OCR sur ces textes en créole est particulièrement moins efficace que sur les textes en français classique. Donc, même notre recherche plein texte peut être parfois biaisée par des océrisations qui sont complètement à côté du texte. Donc, on a cette difficulté supplémentaire. Et puis, un des grands enjeux, un des grands challenges que nous allons devoir relever, je pense, avec l'équipe d'Olivier Serge, c'est que pour l'instant, nos recherches vont surtout porter sur les fonds des bibliothèques, assez facilement sondables, on va dire, par le biais des catalogues qui existent. En revanche, il y a toute la manne qui existe dans les fonds d'archives et pour lesquels, là, voilà, pour l'instant, à ma connaissance, nous ne sommes pas encore attaqués frontalement, mais qui va supposer une méthodologie de recherche et un temps de recherche beaucoup plus important. Voilà pour ce que je voulais vous présenter de Manioc. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Elydia. Merci pour cette intervention très riche et qui complète bien l'intervention d'Olivier Serge et particulièrement oui, sur les problématiques documentaires qui personnellement m'ont fait penser à beaucoup de choses en commun avec ce qu'on peut rencontrer toujours dans nos métiers au CIRDOC. Donc merci. Peut-être que on peut arrêter l'enregistrement.